les premiers week-ends de mai, depuis plus de 20 ans, a lieu à Foulex, au Jardin de la Brande, une exposition vente de plantes méconnues, les printanières de la Brande, où sont réunis plus de 35 producteurs spécialisés pour le bonheur des passionnés de jardin. Philippe Buret, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Jardin de la Brande avec ce rendez-vous qui est devenu incontournable. Ça fait 21 ans. Voilà, au mois de mai, donc au début du printemps et également en automne, c'est ça? C'est ça, il y a une journée en automne et là, pour le coup, c'est vraiment que le début du printemps, effectivement. Oui, par rapport au temps qu'on avait eu, on peut le dire. Et moi, j'ai envie de vous demander un rendez-vous autour de la thématique des plantes oubliées. En quoi elles sont oubliées, ces plantes? Oui, alors moi je parle de plantes méconnues, c'est des plantes qui parfois sont boudées par le public. Parce que le fait qu'elles soient méconnues, ça inquiète un petit peu les gens. Ils pensent que ce sont des plantes fragiles, et absolument pas. Il y a un tas de plantes qui sont dans l'oubli et qui peuvent être très résistantes à des mauvais terrains, à des climats durs, voilà. Mais comme c'est un peu un cercle vicieux, comme elles sont méconnues, les pépiniéristes classiques les cultivent pas, donc on leur demande pas, et puis voilà. Il suffit que des journaux de jardin en parlent un petit peu, et d'un seul coup, en 2-3 ans, la plante peut devenir courante. C'est pour ça que je n'aime pas du tout parler de plantes rares ou de plantes de collection. Pour moi, de toute façon, toutes les plantes sont intéressantes. Ça dépend comment on les utilise. C'est ça, et c'est à vous à donner envie, effectivement, qu'on vienne, qu'on s'en serve, qu'on s'aperçoive que ça pousse bien et que ça donne des choses un petit peu rares. Et donc, effectivement, qu'on revienne l'année d'après et qu'on pérennise. Par rapport aux visiteurs qui viennent ici, est-ce qu'il y a une typologie bien définie? Voilà, justement, l'intérêt de cette manifestation, c'est de faire venir. Il y a une quarantaine d'exposants qui viennent parfois de loin, de la région parisienne, de Vendée, de l'Ariège, du Cantal, etc. C'est des gens qui ont une gamme de plantes sortant de l'ordinaire, on va dire, à présenter, des gens qui connaissent bien les plantes, donc qui vont pouvoir conseiller les gens. Ensuite, la difficulté, comme ce sont des gens qui ont une gamme quand même un peu particulière, il faut réussir à faire venir un public vraiment de passionnés de plantes. Sinon, voilà, avec le temps, on a réussi à avoir un public, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, des gens qui viennent de loin, de la Creuse, on en a vu un de l'Aveyron tout à l'heure, de Toulouse, du Béarn, on en a vu, et des gens qui sont vraiment des amateurs de plantes, donc qui viennent là parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer 10, 15, 20 pépiniéristes qui les intéressent, avec qui ils vont pouvoir discuter plantes, et qui vont leur donner des conseils pour utiliser certaines plantes en fonction de leur terrain, parce que c'est ça qui est important. Une plante peut être très solide dans un terrain et très fragile dans un autre. D'accord. Et par rapport à ces exposants, est-ce que c'est eux qui vous choisissent ou est-ce que c'est vous qui vous les choisissez? Est-ce que vous avez une charte, j'ai envie de dire entre guillemets, éthique par rapport aux gens qui viennent? Oui et non, je n'aime pas beaucoup les frontières et les limites, donc ça se fait comme ça. Oui, c'est des gens que je connais forcément. Mais je ne veux pas m'arrêter à une éthique. Voilà, il y a des associations qui font ça, j'aime pas beaucoup ça. Mais oui, on se choisit un peu l'un l'autre, hein, forcément. Forcément, je leur fais une proposition. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. Bon, ben voilà. C'est bien. Il y a pas longtemps, en préparant justement cette interview, je suis tombée sur votre fabuleux ouvrage Rêve de cabane. Alors, j'ai envie de vous demander aussi à quand un livre sur ces fameuses plantes oubliées. Est-ce que vous y pensez? J'y pense pas parce que d'abord quand j'ai fait ce livre sur les cabanes, ça m'a surpris moi-même parce que j'avais jamais imaginé faire un bouquin. Mais c'était en 2000, 2001, 2002 ça, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'ouvrage en langue française, il n'y en avait qu'un. À l'époque, après il en est sorti un tous les mois. Et puis j'ai fait ça comme un jeu, je me suis juste demandé, tiens, comment on fait un livre? Puis l'hiver arrivant, les soirées sont plus longues, puis vraiment ça m'a passionné. Et à un moment, j'ai vraiment pensé continuer à faire des bouquins. Alors Cocopelli, bien sûr, c'est un nom qui semble à chacun un peu familier, mais en 2 mots, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cette appellation Cocopelli? Eh bien, le but de l'association, c'est la conservation des variétés anciennes de légumes, donc toutes variétés qui sont reproductibles. C'est-à-dire qu'en achetant un sachet de graines Cocopelli, vous les mettez en culture dans votre jardin, vous recueillez les graines et vous pouvez les recultiver, les ressemer, les cultiver, ce qu'ont fait les paysans depuis 10 000 ans que l'agriculture existe. Alors si je vous comprends bien, pourquoi faire ça? Est-ce que ce sont des graines en danger? C'est quelque chose qu'on devrait faire pourtant facilement, non?
C'est ce qu'ont fait les paysans pendant 10 000 ans. Mais depuis quelques années, les multinationales de l'agronomie, la pétrochimie, disons, se sont emparées des semences, parce que derrière la semence, c'est l'autonomie alimentaire qui est en jeu. Donc ces gens-là produisent, fabriquent et brevettent des semences qui ne sont pas reproductibles, c'est-à-dire ça oblige le jardinier ou le paysan à racheter ses semences tous les ans. Oui, et le cas d'ailleurs, je suis sensibilisée au cas de l'Inde avec ces fermiers indiens qui se suicident parce qu'ils n'ont plus de plants. Est-ce que vous œuvrez aussi dans ce sens-là par rapport à ces pays? Mais tout à fait, nous avions jusqu'à l'an dernier une antenne en Inde qui faisait le même travail que Cocopelli en France, c'est-à-dire reprendre ces variétés anciennes. L'Inde notamment avait plus de 100 000 variétés de riz, on veut leur en imposer une dizaine non reproductibles, dont les paysans qui ont de très faibles moyens financiers sont obligés de racheter leurs semences tous les ans, n'y arrivent pas, et ce qui les conduit à se suicider souvent. Oui, c'est vraiment dramatique. Votre système, est-ce que c'est vous récupérez des graines, qu'on vous renvoie, vous donnez des graines et on vous en redonne pour alimenter cette banque de la graine? Alors, c'est-à-dire Cocopelli a deux activités. D'abord, nous avons deux gammes. La gamme boutique, donc ce qui est en vente, environ 1 millier de variétés qui sont produites par des professionnels, des petits agriculteurs agréés en bio et que nous revendons. Et à côté de cette activité commerciale, nous confions à nos adhérents 1000 à 1500 variétés qui sont produites par les adhérents, qui ne sont pas agréées en bio, mais qui les cultivent naturellement et qui servent à être distribuées sur toute la planète. Bon, c'est une belle mission que vous avez là, mais c'est une mission tellement grande et tellement intense que ce qu'on peut faire, c'est aller sur votre site internet et avoir toutes les informations et devenir acteur aussi de cette association. Tout à fait, on peut adhérer à l'association, acheter des graines, les mettre en reproduction, les échanger et ou éventuellement devenir un producteur de semences, c'est-à-dire parrain ou marraine d'une variété. Et à ce moment-là, elles sont échangées, distribuées dans le monde entier et on participe modestement à cette œuvre. Mais toute participation est utile de toute façon. Merci beaucoup monsieur et à tout bientôt. Bonjour Émilie, voilà, je viens vous voir plus spécialement à vous parce que vous produisez quelque chose de très original en Dordogne, qui est la plante de safran. Voilà, le Crocus sativus, donc c'est le nom latin, qui est le bulbe du safran, qui donne du safran. D'accord. Et pourquoi ce choix? J'ai envie de vous dire, on a référence safran, Cachemire, safran, Asie. Pourquoi la Dordogne? Est-ce que c'est un terrain propice ou Alors, il faut savoir que le safran en France, au Moyen-Âge, il était cultivé partout et il y avait énormément de safranières en Dordogne. Et comme tout se fait à la main, on a préféré quitter en fait la culture du safran pour mécaniser petit à petit et les safranières ont disparu. Et maintenant, ils commencent à se réimplanter un peu en Dordogne. On est 4-5 safraniers maintenant sur tout le territoire de la Dordogne à recultiver en fait cette épice. C'est super, donc vous la cultivez en tant qu'épice et aussi vous faites, je pense, des produits qui sont issus du safran, des choses, des bonbons ou des produits un peu ce qu'on dit dérivés. Voilà, oui, donc on cultive l'épice et on fait énormément de produits transformés. Donc c'est une épice, les gens ne connaissent pas trop, donc ils ne savent pas forcément comment ça va réagir avec les produits. Donc c'est une épice qui fonctionne très bien avec les produits sucrés, donc c'est pour ça qu'on a des confitures, autrement des moutardes safranées, fleurs de sel safranées également. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir un panel assez large où on incorpore le safran parce que ça marche aussi bien avec le sucré que le salé. Oui, d'ailleurs je suis allée faire un petit tour sur votre blog ou sur votre site et il y a des recettes, des choses comme ça. Et j'ai vu aussi que vous organisiez des stages, vous avez envie aussi que les gens viennent vers vous, des stages, des formations par rapport exclusivement au safran ou il y a d'autres choses que vous pouvez proposer? Alors on fait des stages effectivement pour apprendre à cultiver le safran chez soi et autrement il y a des stages de cuisine également, donc parce que ça intéressait les gens, parce qu'ils trouvent ça incroyable cette épice mais ils ne savaient pas trop comment la cuisiner, donc c'est pour ça que m'est venue l'idée d'ouvrir des stages de cuisine. Donc voilà, c'est par petits groupes, 4 personnes maximum, comme ça j'ai vraiment le temps d'être derrière les gens, d'expliquer, et de participer. Et puis on cuisine une entrée, un plat, un dessert qu'à base de safran. Voilà. Mais ça semble vraiment intéressant. Et puis cette plante qui a à peu près 2500 ans
en Chine qui avait vraiment des vertus curatives. On la retrouve en Dordogne maintenant. J'ai envie de dire, c'est une belle boucle et on peut venir vous rendre visite. Alors vous pouvez venir nous rendre visite toute l'année. Donc la safranière est vraiment ouverte le matin, l'après-midi, le soir. Donc il suffit juste de passer un petit coup de fil. L'idéal c'est la floraison qui a lieu donc en octobre et en novembre par contre. Donc vous nous avertissez dès que ça fleurit pour qu'on vienne faire des jolies images? Avec plaisir, oui. Dès que ça fleurit, on vous appelle. Merci beaucoup Émilie, merci et à tout bientôt. Non.